L'écrivain Gabriel Matzneff, qui fait l'objet de poursuites judiciaires pour actes de pédophilie. Vous vous souvenez de ce livre écrit par une femme qui, lorsqu'elle était mineure, à 14 ans, dit avoir été abusée, violée par Gabriel Matzneff. Alors celui-ci est actuellement en Italie, mais nos confrères du New York Times l'ont retrouvé et publié un grand article sur toutes les connexions qu'avait Gabriel Matzneff dans un certain nombre de milieux. Certaines étaient déjà connues, par exemple dans le milieu littéraire. On se souvient qu'il avait eu en 2013 le prix Renaudot. Mais il y avait aussi, on connaissait pas forcément sa proximité avec Yves Saint-Laurent, avec Pierre Berger, avec un collaborateur de l'époque d'Yves Saint-Laurent qui était Christophe Girard, qui est aujourd'hui adjoint à la culture de la maire de Paris et qui était intervenu pour qu'il obtienne une forme de rente délivrée par un organisme public. Et pourtant, et l'article le rappelle, Anne-Charlène Bézina, les pratiques que Gabriel Matzneff raconte dans ses livres étaient déjà à l'époque interdites. C'est-à-dire que les relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, c'était pas quelque chose de toléré. Que ne fut ma surprise de découvrir sur Internet cette vidéo où Alain Soral défend un pédophile notoire. Mais voilà, moi je reste toujours dans un débat de vérité, et en ce moment par exemple je défends Gabriel Matzneff. Je dis je connais Gabriel Matzneff, ce n'est pas une ordure, voilà, je le connais, même si très longtemps dans sa vie, il a aimé avoir des histoires d'amour, des vraies histoires d'amour avec des échanges de lettres d'amour, etc. Parce que je connais sa réalité, parce que j'ai eu une fiancée qui était une ancienne fiancée de Gabriel Matzneff, et qui avait été sa maîtresse quand elle avait 14-15 ans. Alors ça peut paraître choquant. Ah, que c'est beau. Un peu plus Alain Soral nous ferait verser quelques larmes. Les belles histoires d'amour de Gabriel Matzneff avec des mineurs. Alors, un communautarisme homosexuel considéré comme un progressisme, qui faisait d'une pratique sexuelle liée à la sodomie, c'est-à-dire aux fesses, quelque chose. Non mais là, qui en faisait d'un seul coup une pratique politique progressiste. Hein, je disais toujours, se faire enculer est une pratique de loisir. Ça n'a rien de politique. Il voulait aller de l'avant. Oui. À la fin des messages qui appelaient à s'attaquer au quartier de la Monnaie, on pouvait lire sur ordre de Gros-Lardon. Gros-Lardon, ce serait le pseudonyme sur les conversations cryptées d'un certain Léo Rivière-Prost. Il a 22 ans, il est l'un des leaders de la mouvance néo-nazie en France. Il a déjà été arrêté, c'était il y a à peu près un an, en marge du match de Coupe du Monde France-Maroc. Voici des photos issues du portable de Léo Rivière-Prost que les enquêteurs ont récupérées. Il était suspecté avec une vingtaine d'autres de préparer des attaques envers les supporters marocains. Et le dossier judiciaire qu'on a pu consulter montre un peu le pédigré de Gros-Lardon. Chez lui, les enquêteurs ont retrouvé de la littérature nazie, des drapeaux, et lors de son interrogatoire, il n'a pas caché son admiration pour Hitler. Donc il n'y a pas d'idéologie chez Marine Le Pen, elle a tout dit et le contraire de tout, et dans son parti c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est une espèce d'attrape-tout. Jadis avec son père, c'était Margaret Thatcher et Reagan qui faisaient la loi. Un temps ça a été Philippot, avec une espèce de protectionnisme, etc. Après ça, le temps du dernier débat, elle était contre l'euro, contre l'Europe, contre Maastricht, elle était pour l'écu, enfin tout était un peu compliqué. Cette fois-ci, elle était pour sans être pour, tout en étant contre. Enfin moi, cette femme ne m'a jamais déçu parce qu'elle ne m'a jamais plu. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En sortant de cours et avant de dormir, et après les méditations et pratiques, j'ai décidé de vous donner très rapidement, donc il n'y a pas un super montage, il n'y a pas une super image, etc., plus d'informations sur les cultes yézidis qui vont mieux vous amener qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé en France, pourquoi on en est à ce que je vais décrire à la suite, c'est-à-dire ces réseaux pédophiles qui viennent d'être démasqués partout en France, pourquoi ça a un rapport avec l'argent, pourquoi ça a un rapport avec le service de renseignement français et la politique en général menée par François Mitterrand pour empêcher la venue du grand monarque et proposer un anti-monarque au moment de une contrefaçon du grand monarque au moment où il devrait normalement se manifester, qui est une véritable opération de satanisme menée par François Mitterrand et son entourage. Si on veut comprendre ce qui s'est passé, qui était le baiser François Mitterrand, il faut remonter à la 7e tour du diable. Et si on remonte à la 7e tour du diable et ses influences qui sont surtout au niveau sexuel et les entités du domaine infranaturel d'origine non humaine qui interviennent, qui sont de la catégorie des serpents, en réalité interviennent, il faut arriver à comprendre ce qui s'est passé dans cette 7e tour du diable, le rapport avec le hassidisme, ensuite les Illuminés de Bavière et l'idéologie qui maintenant domine l'Occident.
Alors si on veut comprendre tout ça, il faut évidemment remonter au culte des Yézidis. Alors dans le système de croyance yézidi, Dieu a créé le monde, mais le monde est désormais sous la garde d'un heptade de 7 êtres sacrés, souvent appelés anges ou Efsir, les 7 mystères. Taouissemelech, qu'on appelle aussi Melektos, se démarque au sein de ces 7 entités et il est associé à la planète Mars. La raison de la réputation des Yézidis d'être des adorateurs du diable est liée à l'autre nom de Melektos, qui est Shaitan, l'opposant, qui est le même nom que le Coran donne à Satan. De plus, l'histoire yézidi de l'ascension de Taouissemelech, c'est-à-dire de ce génie, de cette divinité de Mars, vers la faveur de Dieu, est presque identique à l'histoire du djinn Iblis dans l'islam, sauf que les Yézidis vénèrent Taouissemelech, Melektos, pour avoir refusé de se soumettre à Adam, tandis que les musulmans croient que le refus d'Iblis de se soumettre à lui l'a causé. Tomber de la grâce de Dieu et devenir ensuite Satan lui-même, c'est ce qui est arrivé à Melektos. Taouissemelech, Melektos, souvent identifié par les musulmans et les chrétiens avec Satan, le Shaitan. Les Yézidis croient cependant que Taouissemelech n'est pas une source de mal ou le mal ou de méchanceté. Ils le considèrent comme le chef des archanges, donc le chef de ces 7 démiurges, le chef de ces 7 génies planétaires, et non comme un ange déchu. Chez les Yézidis, il est interdit de prononcer le nom de Shaitan. Ils soutiennent également que la source du mal se trouve dans le cœur et l'esprit des êtres humains eux-mêmes et non dans celui de Taouissemelech. En réalité, pour eux, les Yézidis, Iblis est devenu un opposant à l'homme parce qu'il a vu que dans le cœur de l'homme, il y avait de la méchanceté. Et quand il a perçu cette méchanceté à l'intérieur du cœur de l'homme que Dieu venait de créer, eh bien, Iblis, Melektos, a refusé de se prosterner devant l'homme et il a dit « Je ne me prosternerai pas devant toi parce que ton cœur est méchant et tu mettras du désordre ». On retrouve cette idée dans l'islam hein, que Iblis voit un défaut dans Adam. Mais dans la doctrine islamique, en fait, dans Adam, Melektos a contemplé sa propre méchanceté à lui. C'est-à-dire que Iblis, Melektos, a vu l'homme comme mauvais parce que l'homme a reflété, parce qu'il est le reflet de Dieu, il a servi de miroir à Melektos, et se connaissant en Adam, comme il ne se connaissait pas en Dieu, puisque Adam lui a renvoyé l'image intégrale à lui, Melektos a vu sa méchanceté de cœur, sa déchéance, et il a attribué cette déchéance et cette méchanceté de cœur à l'homme. Ça, c'est la version islamique. Tandis que chez les Yézidis, qui est une secte hétérodoxe, eh bien, ils pensent que réellement, Melektos avait raison et que l'homme a vraiment un défaut dans le cœur. Alors, pour les Yézidis, donc Melektos est une émanation de Dieu, un ange bienveillant, mais qui par la suite s'est racheté de sa chute dans le domaine matériel et est devenu le démiurge qui a créé le cosmos à partir de l'œuf cosmique. Après s'être repenti de son attitude vis-à-vis d'Adam, et d'avoir fait tomber Adam dans la matérialité et d'être tombé avec Adam dans la matérialité, Melektos pleura pendant 7000 ans. Ses larmes remplissèrent 7 jarres qui éteignirent ensuite les feux de l'enfer au centre de la terre. Donc on considère dans leur culte qu'il y a 7 cercles qui vont vers l'enfer. Au fond de cet enfer, il y a Melektos, et Melektos a pleuré, pour avoir fait être tombé dans la déchéance et avoir fait tomber Adam, et il a promis de se repentir. Melektos, Melek, donc le nom de Melektos, il est prononcé un peu différemment selon les sectes yézidis, mais c'est Malaktaos ou Malaktaous ou Malaktaous. Melek a été emprunté au terme arabe roi ou ange, le messager. Taous est traduit sans controverse par Pan. En art et en sculpture, on représente donc Taouissemelech, Melektos, comme un pan. Cependant, les pans ne sont pas originaires des terres des Yézidis, où Melektos a toujours été honoré, c'est-à-dire aux confins de l'Iran et de l'Irak. Et en réalité, ça permet de localiser la croyance yézidi
ailleurs, notamment dans les contreforts de l'Himalaya. Donc dans la croyance yézidi, tout ceci se serait passé dans les contreforts de l'Himalaya, puisque c'est là où on trouve des pans à l'origine. Pour les yézidis, notamment dans le livre des Lumières de Kitty Blackleaway, qui prétend transmettre les paroles de Taouïs Melek, donc Lucifer, et qui est le cœur de la croyance yézidi, le livre déclare qu'il répartit les responsabilités, les bénédictions et les malheurs comme il l'entend, et qu'il n'appartient pas à la race d'Adam de le remettre en question. C'est-à-dire que Iblis a véritablement, Melektos a véritablement un pouvoir, que l'homme ne doit pas remettre en cause son pouvoir, qu'il est le prince de ce monde jusqu'au 7e enfer, que c'est lui qui est le gardien de tout le monde, de l'univers dans lequel on est. On retrouve cette idée dans le bouddhisme avec le Mahakala, notamment sous la forme de Mara, qui va venir harceler le Bouddha, et le Bouddha mettre en place un dispositif pour sortir du monde du désir, du monde du Mahakala, du monde de Mara, qui a proprement parlé le chemin du bouddhisme, qui est un chemin de sortie de ce monde dans lequel on est. Dans le bouddhisme, il y a 6 niveaux de catégories. Chez les yézidis, il y a 7 niveaux, 7 types de catégories, 7 types d'enfers qui sont l'interprétation de ce monde. Chez les yézidis, on a une valorisation de Melektos, notamment chez le Cheikh Hadi, qui croyait que l'esprit de Taouissi Melek était le même que le sien, peut-être sous forme de réincarnation. Donc ce cheikh, il a pensé qu'il était la réincarnation, ce cheikh yézidi, la réincarnation de Melektos. Et on a là encore à nouveau cette idée de métempsychose et cette idée de réincarnation que le Bouddha a déclaré comme nulle et non avenue. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de réincarnation et il n'y a pas non plus de métempsychose. Il y a un phénomène de transmigration d'un flux de conscience, ce qui est très différent. Bon, mes étudiants savent bien ça. Dans le livre en question, il dit « J'étais présent lorsqu'Adam vivait au paradis, aussi lorsque Nemrod jeta Abraham au feu. J'étais présent lorsque Dieu m'a dit « Tu es le dirigeant et le seigneur de la terre ». Dieu, le plus compatissant, m'a donné 7 terres et le trône des cieux. Donc c'est vraiment ces endroits où il y a les 7 tours du diable, dont les Yézidis prétendent qu'ils ont été donnés à Satan lui-même, c'est-à-dire à Melektos. C'est un de ces 7 génies créateurs. Les récits yézidis de la création diffèrent de ceux du judaïsme, du christianisme et de l'islam sur un point central. Ils croient que Dieu a créé Taouïs et Melek en premier lieu à partir de sa propre illumination, ce qu'on appelle la Rouhani en arabe, et que les 6 autres archanges ont été créés plus tard. Donc dans cette mythologie-là, Melektos, ça serait véritablement le génie de la planète Mars, et Mars aurait été la planète créée en premier, et les autres planètes, y compris le Soleil et la Lune, après. Dieu a ordonné à Taouissi Melek de ne pas s'incliner devant les autres êtres, puis Dieu créa les autres archanges et leur donna de lui rapporter de la poussière de la terre. La poussière, on appelle ça H, et la terre, on appelle ça Hert, et de construire le corps d'Adam. Donc ce corps d'Adam, il aurait été construit sur demande de Dieu par ces 7 archanges, notamment Melektos. Les archanges obéirent tous, mais lorsque Melektos vit ce que Dieu était en train de faire, il a refusé. Et il a dit, comment me puis-je me soumettre à un autre être, puisque tous les êtres de la création se soumettent devant moi, je ne me soumettrai pas devant Adam. Et il a dit à Dieu, je suis né de ton illumination, alors qu'Adam est fait de la poussière que tu as fait rassembler. Alors Dieu, disent les Yézidis, le loua et fit de lui le chef de tous les anges et l'adjoint de Dieu sur la terre. Donc cette idée, elle renforce probablement le fait que certains considèrent qu'il y a un lien entre le shaitan islamique dans le Coran et ce personnage chez les Yézidis de Melektos. Donc on a 2 cultes à partir du même récit qu'on trouve dans le Coran, qu'on trouve un peu différent dans la Bible, mais qu'on trouve chez les Yézidis. C'est-à-dire que Dieu a créé en premier de son illumination Taouïs et Melek,
Et on célèbre d'ailleurs le jour de la création de Tahuisémélec, qui est né de l'illumination de Dieu, qui est né de la lumière de Dieu, le premier jour de l'an. Et les Yézidis soutiennent que l'ordre de s'incliner devant Adam était un test que Dieu a fait à Tahuisémélec, parce que lorsque Dieu commande une chose, les anges doivent obéir, et que si l'ange Tahuisémélec n'a pas obéi, c'est parce que Dieu n'était pas sûr que c'était bien d'avoir créé d'Adam. Il a demandé d'avoir le feedback de son ange, et comme l'ange a vu qu'il y avait un défaut dans le cœur de l'homme, eh bien il a refusé de se prosterner, et Dieu a vu donc, selon les Yézidis, que l'homme n'était pas une bonne chose. Et donc Dieu a confié l'homme à Tahuisémélec, à Satan, pour l'éduquer, le transformer selon la propre illumination elle-même de Tahuisémélec, donc de ce dieu Pan. En d'autres termes, Dieu aurait pu soumettre Tahuisémélec à Adam, mais il a donné le choix à Tahuisémélec pour en faire un test, parce que Dieu n'était pas sûr de Tahuisémélec, qui était né de sa propre illumination, qui était sa première créature, et il n'était pas sûr de l'homme. Or, l'homme n'a pas vu dans Tahuisémélec un adversaire, mais Tahuisémélec a vu dans l'homme un défaut. Il a dit à l'homme, à Dieu, cet homme, ce que tu as créé, c'est quelque chose de pourri. Donc la religion des Yézidis, elle est basée sur ça, que le défaut, il est à l'intérieur de l'homme, et que c'est un test d'épreuve pour Satan. Et on a un récit qui est complètement inversé. Le problème, c'est que le yazidisme, cette religion des Yézidis, elle s'est peu à peu déviée avec des formes de magie, avec une vénération du serpent noir, notamment dans leur culte, avec des rituels de sang. Et puisqu'il y avait le dieu Pan est honoré notamment à travers l'énergie sexuelle, eh bien ce sont des sectes où on s'est mis à commettre non seulement des atrocités sexuelles sur les enfants, mais on s'est mis aussi à les tuer et à les manger. Et le culte yézidi qui était devenu complètement pervers, a été persécuté par l'islam. Comme ils avaient un livre, et comme ils étaient des croyants et qui croyaient dans un Dieu unique, ils ont été considérés par les musulmans comme des musulmans. Ils sont restés très hypocrites et dans l'ambiguïté à l'extérieur, mais quand ils ont été trahis auprès de musulmans par des gens qui avaient apostasié le yézidisme, les yézidis ont été persécutés, ils sont partis vers le nord, vers les sources de la Dniepr, en dessous des îles Samoyèdes. La Dniepr, elle descend jusqu'en Ukraine. Et là, ils ont installé la 7e tour du diable qui se sont mis à animer avec des rituels. Ces populations yézidis, elles se sont croisées, confondues avec les nouveaux arrivants qui étaient des Slaves. Certains d'entre eux, donc ils ont continué ces cultes yézidis d'adoration de Lucifer, en réalité d'adoration d'Iblis, avec leur propre récit de la création et leurs propres pratiques sexuelles et d'offrandes, de pratiques sexuelles notamment avec les enfants et d'offrandes d'enfants. Or, ils sont rentrés en contact à travers les Slaves avec les populations talmudistes qui venaient de Khazari, et le Talmud de Babylone avec ses prescriptions un peu particulières sur la pédophilie, l'usure et un certain nombre de choses, plus cette secte hétérodoxe des Yézidis, plus les Slaves qui ont servi de véhicule, ont amené une espèce de déviation à l'intérieur d'abord de l'orthodoxie russe, ça va donner Rasputin notamment, et une déviation à l'intérieur du talmudisme qui va donner le hassidisme. Et du hassidisme va naître l'idéologie de Jacob Frank, qui va donner le bolchevisme, et l'idéologie de Theodor Herzl, qui va donner le sionisme. Et on peut dire aussi que l'idéologie hassidique, elle a nourri la réflexion de Freud, Sigmund Freud, qui a complètement inversé le dispositif du judaïsme pour faire de la psychanalyse une contre-initiation, tandis qu'on avait une laïcité sioniste, une forme de religiosité qui était le communisme, le bolchevisme, qui était un talmudisme dévié sous influence yézidi, et la psychanalyse freudienne qui est devenue une sorte de contre-initiation. Donc on aurait un triangle infernal entre la psychanalyse freudienne qui a véritablement parlé un renversement de tout, une contre-initiation basée sur la Kabbale et les pratiques yézidis. D'un côté, une pseudo-religion qui est le bolchevisme, avec le paradis en ce monde et toute l'idéologie du communisme, et de l'autre côté, une forme de laïcité qui est le sionisme. Or, ces trois mouvements, la psychanalyse freudienne
le bolchevisme et le sionisme, ils se sont unis dans un espèce de courant qui domine en réalité en ce moment l'État d'Israël, puisque les sionistes se sont fait doubler par les Lubavitch, et que les Lubavitch sont énormément sous l'inspiration du hassidisme, c'est une secte hassidique, et sous l'inspiration de ces yézidis. Ce qui explique les tunnels, les poussettes, etc. Et le personnage absolument sulfureux du Reb Smirson, qui, bon, moi j'ai mon opinion sur lui, j'ai pas envie d'avoir un nouveau procès parce qu'il y a une secte de cinglés, de psychopathes qui est prêt à tuer, qui a énormément d'argent. Mitterrand les consultait, Chirac s'est laissé monter le cerveau par ce rave, Netanyahou, Bolsonaro, Trump, Poutine est complètement sous le contrôle de cette secte de yézidis, de statut de l'île de Pape, influencé par le yézidisme. Donc on est véritablement dans des gens qui officiellement nous disent on est des anglicans et on est des juifs talmudistes, mais quand on monte dans la hiérarchie et qu'on va chez ces gens-là, on retrouve véritablement les cultes yézidis, avec ce personnage de Mélektos, donc Iblis, Lucifer, qui est présenté de façon positive. Et la manière qu'ils ont, avec la 7e tour du diable, d'honorer Lucifer, c'est évidemment par des pratiques de transgression sexuelle. Et la plus grande transgression sexuelle, c'est l'abus sexuel des enfants, avec tous les avantages que ça offre pour eux en matière de vieillissement, l'adénochrome. Et derrière, eh bien, des sacrifices d'enfants, comment dire, ces gens mangent véritablement des enfants. Donc on a retrouvé, à partir de ces cultes yézidis, qui étaient déjà une perversion du culte monothéiste, avec un récit de la création qui était un peu bizarre, avec une inversion par rapport au personnage d'Iblis dans le Coran, et du personnage de Satan, du serpent dans la Bible, qui est présenté sur une façon positive. Donc quand Jim Leveilleur répète ce que dit Blavatsky, elle était une slave, c'était une Ukrainienne, mais qui était d'origine yézidi. Elle est allée apprendre la magie noire dans les cimetières du Caire. Elle a formé des gens qui donnent les 4 principales sectes du monde occidental, c'est-à-dire l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui a été un des piliers du nazisme, la Rose-Croix, qui est le pilier de Bush, de Trump et de tout ce que sont les néoconservateurs aux États-Unis. En France, le droit humain, où il y a les Le Pen, où il y a toute une partie de la gauche qui structure véritablement la France. Et pour faire le lien avec tout ça, depuis l'ONU, la Lucifer Trust d'Alice Bailey, qui a théorisé la gouvernance mondiale, la religion unique, le gouvernement des nations, etc., qui a un propos complètement anti-royaliste, anti-monarchiste, anti-traditionnel, avec la proposition d'une contre-initiation. Donc malgré tout le côté séduisant qu'ils peuvent voir derrière ces arts-letteurs, etc., le noyau de ces gens-là, c'est l'idéologie luciférienne, avec une inversion de sens et de paradigme sur le personnage d'Iblis. Donc ce sont véritablement des gens qui ont une pensée qui est à l'opposé de celle du judaïsme, à l'opposé de celle du christianisme, à l'opposé de celle du Coran, et qui vouent un culte au prince de ce monde, à Satan, sous une forme lumineuse qui est Lucifer. Donc je me suis retrouvé avec un procès pour avoir expliqué que les lucifériens étaient des satanistes, sauf que c'est exactement dans la définition de l'Encyclopædia Universalis. Et dans l'encyclopédie, Encyclopædia Britannica et l'Encyclopédie Universalis. Le luciférianisme, c'est le culte de Satan sous la forme d'un ange de lumière. Donc les lucifériens sont bien des satanistes. Donc la franc-maçonnerie qui voue un culte à Lucifer, ou Alice Bailey qui voue un culte à Lucifer, ou Jim Leveilleur qui dit qu'il est luciférien et qui voue un culte à Lucifer, ce sont bel et bien des satanistes qui adorent le prince de ce monde avec tout ce qu'il y a derrière. Et en particulier, c'est la haine des Juifs, puisque le salut est venu par les Juifs. C'est une falsification du personnage de Jésus qu'on présente comme une réincarnation d'Apollonius de Thyard, ou je sais plus quoi, tout leur délire psychiatrique, dit en télépathie Alice Bailey par les anges ascensionnés. Tu parles d'anges ascensionnés, ouais, c'est pas des anges et ils sont pas ascensionnés à mon avis, c'est plutôt des diables et ils sont bien au sous-sol. Mais ça a l'air de charmer un certain public. Moi, ça me désole de voir... moi, je suis surtout intervenu à cause de la falsification du bouddhisme par Alice Bailey. Pour le reste, les chrétiens se défendront eux-mêmes. J'ai demandé au frère Paul Adrien de faire spécifiquement une vidéo sur Alice Bailey pour avertir le public catholique qu'ils sont gravement mis en erreur par les adeptes de la secte d'Alice Bailey, la Société Arcana, et en particulier une personne
qui parle le plus d'Alice Bailey sur Internet, c'est Jim Le Veilleur, Jean-Marc Deparnay, donc de faire une vidéo spécifique, puisque ce sont des dominicains, ils sont spécialistes de la doctrine de la foi, de venir au créneau pour démasquer ces satanistes à forme luciférienne et toute l'idéologie antisémite qu'il y a derrière. De mon côté, moi je me suis occupé de la partie bouddhiste, parce que lorsqu'on est bouddhiste, eh bien d'abord on connaît la vie de Bouddha, on connaît la métaphysique, la cosmologie bouddhiste, on connaît la psychologie bouddhiste, ce qui n'est pas le cas de cet individu qui en plus se permet de me dire que je ne connais rien au bouddhisme parce que le bouddhisme est basé sur la réincarnation. S'il y a quelqu'un qui connaît rien au bouddhisme et qui n'est même pas conscient de qui il est, d'où il vient et de ce qu'il est en train de faire, c'est toi Jean-Marc. Voilà. Donc c'est toujours au royaume des aveugles sont rois, au royaume des aveugles les borgnes sont rois. Et là, on est véritablement dans le cas d'un borgne. Voilà, avec tout le sens que ça a en matière de contre-initiation. Donc voilà pourquoi je suis monté au créneau. Moi, je m'attaque jamais à des personnes, ça m'intéresse pas. Les personnes m'intéressent pas, j'ai aucun intérêt pour les personnes. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que religion, c'est de défendre ma religion, qui est le bouddhisme, et de pas l'avoir falsifié. Je suis monté au créneau avec un certain nombre de traducteurs français sur les traductions tibétaines, puisqu'on a des problèmes sur les traductions. C'est pas le cas en Belgique, mais c'est le cas en France à cause du cartésianisme. Et il est, pour moi, mon devoir en tant que moine bouddhiste, c'est de ne pas laisser raconter n'importe quoi sur les doctrines orientales. Et grâce à ça, grâce à René Guénon, on a vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre qu'on est face à une falsification du bouddhisme et face à une falsification du christianisme. Donc j'ai demandé aux dominicains de monter au créneau et de le mettre par terre. Et moi, d'un côté, je l'ai mis par terre. Il m'a foutu au tribunal avec des accusations calomnieuses, des citations découpées, etc. Eh bien, j'ai prévenu le roi du Maroc. Il a maintenant une citation, il va être poursuivi au Maroc pour crime de lèse-majesté et il devra rendre des comptes pour toutes ses activités, y compris ses pyramides de Ponzi, devant les juridictions brésiliennes, israéliennes et parisiennes. Il m'a cherché, il va me trouver. Il peut demander à son avocat doyen qu'il a payé une petite fortune avec votre argent et l'argent qui a été volé pour me poursuivre en utilisant un préfet d'origine juive qui casse sa judéité mais qui est lié au réseau pédophile, pédocriminel et sataniste d'être intervenu sur la juge d'instruction. Faire des montages policiers avec même les policiers français n'ont pas voulu contribuer à son histoire. On sait très bien qui il y a derrière lui. On a véritablement derrière ce personnage les réseaux satanistes de Marrakech. Cet homme est un sataniste. Ce qu'il diffuse, c'est l'influence luciférienne. Il vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et je suis très content que Nicolas Bouvier ait répondu à mon invitation, à ma proposition de l'inviter, parce qu'au final, sa proposition, c'est que vous fassiez une guerre civile, que vous égorgiez les policiers, et que là, peut-être, il reviendra pour se présenter en sauveur en revenant en France. On est véritablement dans un cas psychiatrique. Et si c'était qu'un cas psychiatrique, ça m'inquiéterait pas, parce que bon, c'est un dingue qui dit des conneries. Mais là, on est véritablement dans quelqu'un qui est le fer de lance des réseaux satanistes qui sont liés à la DGSE, qui sont autour de Jean-Marie Le Pen, notamment à Boucher, qui était le principal animateur des réseaux satanistes en France et qui est impliqué dans la profanation du cimetière de Carpentras, lui et des personnes de son entourage. Ne vous laissez pas non plus impressionner par la chaîne Égrégore. Il y a là des gens de l'extrême droite qui sont directement en lien avec le satanisme. La même chose avec Jordan Bardella, qui a été très proche des milieux néo-nazis à l'intérieur du Rassemblement national, en sachant que entre le néo-nazi et qu'a fréquenté Jordan Bardella et les milieux satanistes, il y a une très grande porosité puisqu'on trouve les mêmes personnes. Et que dans les semaines à venir, je ferai pas mal de vidéos pour vous mettre en garde sur le Rassemblement national. Je vous l'ai dit, le Rassemblement national est en France le parti le plus dangereux puisqu'il est directement en lien avec le satanisme et directement en lien avec les réseaux pédosatanistes. On va faire une petite pause et maintenant je vais vous parler du réseau pédosataniste qui vient de tomber à Paris. Et dans ce réseau pédosataniste, il y a un ami intime de Jean-Marie Le Pen qui prenait toutes ses vacances d'été chez les Le Pen.
Come on to the radio, oh, it's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, I got all I need. Le 14 juin 2024, le journal Libération, qui appartient au Rothschild, a a édité un article signé de Anna Summer, sans doute un pseudo, une journaliste, qui a fait d'autres articles qui sont assez bons, qui décrit comment une bande pédocriminelle a sévi pendant des années au cœur de Paris, et que cette bande pédocriminelle était liée à de grands patrons de presse, un avocat de la communauté, un producteur de la communauté dont on m'a renseigné sur lui, et l'écrivain Gabriel Matzneff, qui est un ami intime de Jean-Marie Le Pen et qui a passé toutes les vacances d'été pendant près de 15 ans avec les Le Pen dans leur résidence secondaire. Donc toutes ces personnes sont mises en cause pour des crimes sexuels commis pendant plusieurs années sur des enfants, notamment la fille adoptive de l'un d'eux. Pour décrire sa vie, parce qu'il s'agit d'elle, Inès Chatin use souvent d'un euphémisme, dont on devine aisément qu'il est une défense pour s'épargner l'indicible. Elle dit « Depuis ma naissance, je n'ai connu que des emmerdes. Qui oserait nommer ainsi les monstruosités dont cette femme de 50 ans a été victime et qu'elle a finalement trouvé la force de révéler qu'aujourd'hui, 40 ans plus tard, longtemps seule, sa peau s'exprimait, étalant sur ses avant-bras l'éventail de maladies matérialisant les troubles invisibles dont elle souffrait. Puis les mots ont jailli à mesure que le pouvoir de ceux qu'elle présente comme ses bourreaux s'amenuisait, protégés par François Mitterrand, le Rassemblement national, la gauche et les milieux bien pensants de Paris. Au fur et à mesure qu'elle s'éloignait du 97, rue du Bac, adresse maudite du 7e arrondissement de Paris, elle commençait à revivre. Comme si la mémoire acceptait enfin de décoder l'accès au coffre-fort des horreurs que son corps avait enregistrées. Ces derniers mois, Libération a réalisé plus de 60 heures d'entretien avec Inès Chatin, ainsi qu'avec celui qui lui a permis de rassembler les fragments de son passé. C'est un récit terrifiant qui surgit, enrichi par une masse d'archives inédites documentant l'univers pédocriminel d'un noyau de l'intelligentsia parisienne des années 70-80 lié à François Mitterrand et Jean-Marie Le Pen. À l'heure où s'étire la procédure judiciaire née de la publication en 2020 du livre « Le consentement » de Vanessa Springora, dans lequel elle décrivait la relation d'emprise qu'exerçait sur elle l'écrivain Gabriel Matzneff, ami personnel de Jean-Marie Le Pen et d'Alain Soral lors de son adolescence, une autre débute, cette fois-ci pour Inès Chatin. À l'automne, Inès Chatin avait sollicité une audition auprès du parquet de Paris, toujours très réticent à faire des enquêtes sur les réseaux pédocriminels et les activités pédocriminelles de l'école de Saint-Cyr et au sein de l'armée française, puisqu'il y a là, au parquet de Paris, un verrouillage d'agents des réseaux pédophiles soutenus par le renseignement français et dans lequel on compte d'ailleurs dans ce réseau des préfets, notamment des préfets de la Grande Ceinture de Paris. Afin de dénoncer, cette femme a été entendue en audition par le parquet de Paris, finalement, après une litanie de sévices sexuels durant son enfance, subie notamment par Gabriel Matzneff, l'ami intime de Jean-Marie Le Pen, lui-même ami d'Alain Soral et de Karim Abdelkader, que vous connaissez puisqu'il est le créateur de Zincoin, dont Jim Leveilleur a fait la promotion. Lors d'une courte médiatisation, RMC avait alors révélé une lettre adressée à la justice par ses avocats, Marie Grimaud et Rodolphe Costantino, figeant le caractère vertigineux des révélations d'Inès Chatin. Elle était restée anonyme parce elle était désireuse d'obtenir des investigations, à l'instar de celles engagées dans d'autres affaires, celles de Spingora et les affaires de Jeffrey Epstein en France. On soupçonne l'attentat à la préfecture de police
d'il y a quelques années qui a amené à la mort soi-disant d'un islamiste sourd sur des policiers, qu'il s'agisse d'une opération d'un service de renseignement, sans doute étranger, moyen-oriental, pour tuer les enquêteurs qui étaient chargés de mettre à jour l'affaire Jeffrey Epstein, qui met en cause le Mossad et de hautes personnalités de l'État sioniste. Donc, lors d'une courte médiatisation, RMC, la radio de Monaco, avait relevé une lettre adressée à la justice par les avocats Grimaud et Constantino, qui relevaient le caractère vertigineux des accusations. Son initiative a bien fonctionné puisque le parquet de Paris a dû réagir le 23 octobre, suite à l'émoi du public, avec l'ouverture d'une enquête préliminaire, offrant ainsi aux policiers de l'Office des mineurs, l'OFMIM, un nouveau cadre de recherche d'autres victimes. Cercle de pouvoir, car en réalité, et comme va l'exposer Libération dans une série en 6 épisodes intitulée « Les hommes de la rue du Bac », qui va être publié dans les rues à venir, et je vous invite à acheter Libération et de vous abonner à Libération, la liste des personnes accusées excède largement l'écrivain au penchant pédophile revendiqué, puisqu'il y a des membres du Rassemblement national, des membres du Parti socialiste et d'un certain nombre de partis politiques en France. En effet, Inès Chatin témoigne de viols et d'abus commis de ses 14 à 13 ans par un groupe d'hommes gravitant autour de son père adoptif, Jean-François Lemaire, médecin magouilleur auprès des assurances, fasciné par les cercles du pouvoir et les sociétés secrètes. Perpétrés dans plusieurs lieux, dont l'épicentre était le domicile du 97 rue du Bac, les violences ont débuté non loin, rue de Varennes, dans un appartement mis à disposition par des amis de Jean-François Lemaire, où une certaine élite parisienne défilait et où des jeux sexuels sordides étaient organisés avec de la drogue. C'est un euphémisme quand on dit de jeux sexuels sordides, puisque ça allait jusqu'à des assassinats et du cannibalisme, ont été réalisés sur des enfants, auxquels ont participé de façon récurrente le fondateur et directeur historique du Point, Claude Imbert, l'écrivain académicien Jean-François Revel, le mari de Claude Sarraute, bien connu, une sioniste bien connue pour participer aux émissions de Rouquier, l'avocat François Gibault, 92 ans aujourd'hui, défenseurs en leur temps de Bokassa et de Kadhafi, Gabriel Maznef lui-même et Jean-François Lemaire, son père adoptif. Lors de ces séances, où ces hommes n'étaient pas forcément tous présents en même temps, plusieurs enfants étaient rassemblés et devaient endurer des pénétrations réalisées tour à tour avec des sexes, mais aussi des objets métalliques. Ordre était donné de jamais exprimer sa douleur. Si quelqu'un pleurait ou manifestait une résistance parmi les enfants, c'est sur lui que les hommes se concentraient, insistaient, raconte Inès Chatin. Le corps encore bardé de spasmes, durant ces pratiques sadiques, les hommes avaient le visage masqué et portaient sur eux une sorte de cape ou de manteau, puisque tout ça est lié en réalité avec ce que Gabriel Maznef appelle la secte qui se refile les gosses, c'est-à-dire l'Ordo Templi Orientalis. Ordo Templi Orientalis qui a une énorme succursale à Rio de Janeiro, dans lequel on compte un certain promoteur de justice et un certain avocat défenseur d'une certaine personne qui a tenté de m'assassiner et dont le frère est un certain préfet lié à la Macronie. Donc si vous voyez à peu près comment le petit cercle est en train de se dessiner et comment en réalité toutes ces personnes sont maintenant sorties du bois. Et il ne tient qu'à vous, par vos prières et aussi par vos lettres de dénonciation, de faire tomber ces personnes et pour votre soutien, pour les alerteurs comme moi qui vous préviennent de ces réseaux satanistes et pas des gens, des arletteurs qui sont là pour faire de la fumée et vous mentir et vous donner de temps en temps des eaux arrogées, mais vous mentir. En réalité, Marrakech est un haut lieu, au moins depuis l'affaire Berger et l'affaire de Yves Saint-Laurent, de la pédocriminalité et du satanisme français. Et il est tout à fait curieux, lorsqu'on enquête sur les milieux de Marrakech, en particulier les milieux du show business, qu'on tombe systématiquement sur les mêmes personnes et les mêmes réseaux. Alors peut-être il faudrait arrêter de nous prendre pour des imbéciles, mais quand on est habitué à prendre tout le monde pour des imbéciles, on trouve normal de prendre tout le monde pour des imbéciles.
Donc, sans pouvoir les impliquer formellement dans les sévices, Inès Chatin dispose aussi de souvenirs fragmentaires du président de la banque suisse Worms, Claude Janssen, et de l'architecte italien à la voix rocailleuse Riccardo Gaggia. À minima, tous ces hommes partageaient, selon elle, une communauté de pensée fondée sur de pseudo-références gréco-romaines et prônant l'émancipation sexuelle des enfants par les adultes dès leur plus jeune âge. Gabriel Matzneff expose ainsi leur doctrine dans son livre Les passions schismatiques, paru en 1977, pour laquelle il a été reçu à Apostrophe et raconté notamment ensuite chez Thierry Ardisson qu'il avait sodomisé des enfants de 3 ans toute l'après-midi avant de venir et qu'il avait eu une après-midi merveilleuse et qu'il a couché dans le style le plus provocateur dans son livre paru en 1977. Il a dit « Je crois à la fonction socratique de l'adulte, les anciens Grecs appelaient l'intelligence hégémonicon, qui signifie le guide. Tel Kim dans le roman de Kipling, chaque adolescent a besoin de rencontrer un aîné, qui soit un éducateur, un guide. Homère qui agite hystériquement contre moi l'épouvantail de la police et de la prison. Je rétorque toujours sans me démonter que pour avoir initié leur progéture à une sphère infiniment supérieure au marécage familial, et cela dans tous les ordres, on devrait non pas me punir, mais me décorer. D'ailleurs, il sera décoré par François Mitterrand de l'Ordre des Lettres. À mesure que les années passent et qu'Inès Chatin grandissait, ses yeux se sont arrêtés pour laisser place à des viols commis sur elle seule par Gabriel Matzneff et Claude Imbert. De prime abord, on résiste au récit d'Inès Chatin. Comment concevoir qu'une telle violence, une telle folie ait pu exister en plein cœur de Paris, initiée par son propre père adoptif? C'est une des clés de la mécanique du silence dans laquelle elle s'est longtemps murée. Qui pourrait la croire? Pourtant, son récit s'adosse à de nombreux documents qu'elle a livrés aux enquêteurs, dont des enregistrements audio et vidéo. En effet, depuis plusieurs semaines déjà, les policiers de l'OFPIN décortiquent les séminaires détaillés de Jean-François Lemaire, les livres d'or de dîners mondains organisés rue du Bac, des correspondances inédites entre ces hommes, ainsi que des dédicaces de livres originaux. Ces éléments viennent signer l'extrême proximité de ce groupe d'intellectuels puissants que le docteur Lemaire désignait sous le terme de « la bande » lors de déplacements communs en Asie du Sud-Est auxquels participait Frédéric Mitterrand, notamment à Bangkok. On se souvient qu'il avait dit « avec un enfant de plus de 11 ans, c'est dégueulasse ». Si Inès Chatin est si affirmative sur l'identité de ce qui s'est tout simplement passé pour elle, c'est parce que ces gens-là ont peuplé sa vie durant des décennies. Amis fidèles, mentors, compagnons de voyage de Jean-François Lemaire, ils étaient des figures de son quotidien, surgissant pour un déjeuner, un café ou le simple plaisir d'une discussion littéraire. Ils étaient là dès le réveil, au retour de l'école, le dimanche midi, d'aucuns ancrés chez elle un envahissant panthéon de souvenirs sonores et olfactifs. Le psychologue Jean-Luc Viaud, chargé de réaliser une expertise de la plaignante à la demande de ses avocats, décrit en ces termes son traumatisme, écartant l'hypothèse d'une mémoire défaillante. Madame Chatin n'a pas souffert d'amnésie traumatique concernant ce qu'elle a vécu, mais elle est restée sous emprise. Elle a refoulé une partie de ce vécu, ne gardant que quelques données sensorielles, un souvenir global des événements, quelques images éparses, qu'elle situe difficilement dans le temps au sens chronologique précis. Un travail thérapeutique pourra lui permettre à terme d'affronter ce vécu, de le reconstituer pour s'en dégager physiquement, psychologiquement et s'affranchir ainsi de l'emprise et de la place d'objet sexuel auquel l'avaient assigné ses agresseurs. Dans le langage d'Inès Chatin, cela donne « Ces hommes étaient à l'intérieur de ma vie, c'est comme si je leur appartenais comme un objet, autant à eux qu'à Gaston ». Elle utilise ce prénom comme une digue mentale pour désigner son père adoptif. La victime dit encore « Je leur devais le même respect contraint. J'étais forcé à la même intimité. Ils avaient les mêmes droits sur moi. Elle leur appartenait. » Parfois, l'avocate Marie Grimaud se surprend à employer le terme « oncle » pour désigner Gabriel Matzneff, l'ami des Le Pen, défendu par Alain Soral, achevant ainsi de dessiner la métaphore d'un inceste collectif dont Jean-François Lemaire était le seul réel représentant familial. Ne résistant d'ailleurs à aucune indécence, Gaston a convié les tourmenteurs de sa fille jusqu'à ses noces en 1997 avec Geoffroy Ader. Ce descendant d'une autre grande famille, expert en horlogerie, partage depuis sa vie ses mots et son combat pour la vérité.
Deux points. Tous ceux qui s'en prendront à ma femme trouveront un couple sur leur chemin. Notre force, c'est le nous. Fermez les guillemets. Il existe au moins une autre victime identifiée de ces hommes, le grand frère d'Inès Chatin, lui aussi adapté via l'organisme La Famille Adoptive Française, FAF. De 2 ans son été, Adrien ne souhaite pas participer pour le moment à la démarche judiciaire entreprise par sa sœur, ni voir son histoire intime racontée dans la presse. Il a toutefois tenu à authentifier le témoignage d'Inès, en paraphant chacune des pages du texte dans lequel elle détaille les crimes endurés par elle et son frère. Au pied, il a opposé les mots suivants. Je sous-signe Adrien, m'associe au récit de ma sœur Inès Adair, son nom d'épouse, mais je ne souhaite pas être davantage mêlé à son action pour ne pas replonger dans ce passé douloureux. Les enquêteurs de l'Office des mineurs disposent de cet écrit, ainsi que du nom de 2 autres enfants, victimes selon Inès Chatin des mêmes violences à l'époque. Dans cet univers où les hommes régnaient en maîtres incontestés, une autre personne a été la cible de brimades et de soumission. Lucienne Chatin, la mère adoptive d'Inès, descendant d'une grande famille d'industriels lyonnais. Ouvrez les guillemets. Maman, c'est le plus beau souvenir de mon enfance, confie sa fille. La voix étranglée au moment d'évoquer celle qui n'a pas pu les sauver, elle et Adrien. Dans une mécanique bien huilée de la terreur, Jean-François Lemaire, comme bon nombre de pères pédophiles, humiliait et battait sa compagne en cas de comportement jugé inapproprié des enfants, parmi lesquels poser des questions. Ouvrez les guillemets. Quand on était petit, la conséquence de la parole, c'était les coups, mais pas sur nous, mais aussi sur elle. Si on faisait quelque chose de travers, quoi que ce soit, une mauvaise note à l'école, il y avait des coups sur elle, explique Inès Chatin. Cette dernière s'est donc entraînée à se taire et à rester impassible en toutes circonstances. Pour cela, elle a même inventé une expression « pleurer à l'intérieur ». Aujourd'hui encore, elle dit ne jamais trouver les larmes, mais lorsqu'elle est contrainte de se remémorer ce qu'il y a de plus noir dans son existence. Après des années passées près de Genève, où elle a fondé une famille avec Geoffroy Adair et travaillé comme journaliste et rédactrice dans la communication, Inès Chatin regagne Paris en 2016. Le somptueux appartement de la rue du Bac, qui n'était autre que le salon littéraire de la princesse de Salm au début du XIXe siècle, est désormais équipé d'un lit médicalisé pour sa mère. Mais sa dépendance devient trop forte. Les époux Lemaire l'intègrent à l'EHPAD Le Corbusier de Boulogne-Billancourt, courant 2020. Inès exige alors que sa mère soit placée dans une autre chambre que celle occupée par Jean-François Lemaire. Pour la première fois, la voilà libérée de son joug. Mieux, la sœur de Lucienne, avec qui elle était très liée, est installée dans la chambre voisine, si bien que ses journées sont enfin douces. En hommage à sa mère, Inès a supprimé le nom Lemaire de son état civil le 5 août 2022 pour lui substituer celui de Chatin grâce aux dispositions de la loi Vignal. Ne plus porter Lemaire était aussi une façon de dénier à Gaston le droit d'être mon père, cingle-t-elle. Parallèlement, elle se lance avec ses proches et Adrien dans la liquidation totale du 97 rue du Bac. Objets, œuvres d'art, livres, tout ce qui est fabriqué du sceau de l'infamie doit disparaître. L'appartement sera vendu en 2022, réaménagé de fond en comble pour de nouveaux propriétaires, loin des affres du passé. Mais avant, il a suffi de déplacer quelques meubles, d'ouvrir les tiroirs d'interdit d'accès pour qu'un nouveau monde s'ouvre, le secret que les hommes de la rue du Bac avaient mis tant de soin à bâtir sans se fracasser. Sous les coussins d'un canapé, les cartes postales et les lettres de Matzneff, dont certains mentionnent notamment Vanessa Springora. Dans les rayonnages des plus hautes bibliothèques, des ouvrages ouvertement pédocriminels. Enfin, dans une pièce à l'architecture très particulière reproduisant la cabine d'un bateau, sont dissimulés tous les livres dédicacés par Matzneff, ainsi que Le Moine et le philosophe Jean-François Revel, un essai publié en 1989 sous la forme de dialogue entre Jean-François Revel et l'un de ses enfants, le moine bouddhiste et proche du Dhamma, Dalai Lama Mathieu Ricard. Je souligne que Mathieu Ricard n'a pas voulu se positionner sur les affaires de pédophilie du Temple des Mille Soleils, de l'autre Lama Kunzang et de l'implication du Dalai Lama dans des activités pédocriminelles. On comprend mieux pourquoi son père en est un, et sans doute lui-même. Et puis scotché à l'intérieur du secrétaire personnel de Lucien Chatin, une mystérieuse enveloppe contenant les pages déchirées d'un pornographique sadomasochiste. Sur les images figurent uniquement des hommes masqués de noir et montrés dans des positions obscènes et suggestives. Inès Chatin y perçoit une volonté de sa mère de laisser derrière elle une trace de l'indicible.
ce qui va déclencher chez la femme qu'elle est devenue une légitimité nouvelle à poser toutes les questions, y compris les pires. Dans son expertise psychiatrique, le psychologue Jean-Luc Villot use de cette métaphore pour illustrer la mue brutale d'Inès Chatin. Si son existence a longtemps ressemblé à un couloir parsemé de portes fermées, elle allait à présent toutes les ouvrir. Enquêtrice acharnée, c'est là l'autre aspect hors du commun de la vie d'Inès Chatin. À 47 ans, elle va devenir une enquêtrice acharnée de sa propre histoire, allant même jusqu'à interroger et enregistrer son père adoptif à l'EHPAD, qui reconnaîtra son implication dans les crimes, en justifiera le bien fondé et éclaboussera même certains de ses amis. Dans le dédale de la rue du Bac, elle va aussi retrouver les traces de dons effectués par ses parents à l'association de la famille adoptive française. Logiquement, elle en conclut que par cet intermédiaire de cet organisme, qu'elle a échoué dans l'antre du malin, nom donné au 97 rue du Bac par son mari Geoffroy. Avec le concours d'un détective privé, elle va d'abord recomposer le puzzle administratif de son adoption, mais pas seulement la sienne, d'autres enfants qui ont été confiés par cette institution, ainsi que l'ASE en France, au réseau pédocriminel. On passe en particulier à un réseau que j'ai dénoncé moi-même dans le Vaucluse. Elle s'aperçoit qu'il y a de multiples irrégularités dans tous les dossiers, des familles qui ne devraient pas adopter, qui adoptent, des femmes qui se retrouvent chargées de l'éducation par l'enfant par l'ASE, alors qu'elles ne sont pas mariées et n'ont jamais été mères. Comme le démontrera Libération dans l'épisode suivant de cette série, le FAS a laissé prospérer en son sein, au début des années 70, une filière parallèle de recueil d'enfants abandonnés. Inès Chatin est passée par ce circuit détourné, arrivant chez les époux Le Maire de façon particulièrement nébuleuse. Aujourd'hui, l'une des questions essentielles à ses yeux est justement de savoir si elle a été sélectionnée à dessein par Gaston, et oui, sur quels critères. Le fait qu'Inès Chatin soit métisse n'a jamais été neutre dans les sévices sexuels qu'elle a subis. Lors des viols, Gabriel Maznev semblait même se repaître de cette caractéristique physique, puisqu'il a surnommé « ma petite chose exotique, ma petite négresse ». Vient son réseau tentaculaire. Le docteur Le Maire a-t-il pu s'arroger des enfants dont la destinée était de subir des crimes sexuels par tout un réseau de francs-maçons parisiens et dans l'intégralité du territoire français avec des antennes à l'étranger? Les premières recherches entreprises par l'enquêtrice privée permettent de constater la présence du nom de François Gibault, qu'elle met en cause comme agresseur sur une copie de son jugement d'Abdot Magazine daté du 2 mars 2000. L'avocat, qui était aussi le conseil permanent de son père adoptif, est-il la preuve vivante, l'impensable trait d'union entre les drames de sa vie? Contacté par Libération, François Gibault a répondu via une lettre envoyée par son conseil, Jérémy Assous. Il y assure n'avoir jamais assisté au moindre acte criminel et n'aurait pas manqué, si ça a été le cas, d'y mettre un terme et de les dénoncer immédiatement aux autorités. Il conteste donc avec vigueur les allégations d'Inès Chatin, dont il estime le récit inexact. Sur la présence de son nom sur une copie du jugement d'adoption d'Inès Chatin, François Gibault demeure mutique. Joint également, Gabriel Maznev, toujours libre, n'a pas donné suite. La famille Imbert a réagi, elle, par la voix du fils de Claude, l'avocat Jean-Luc Imbert. Cela me paraît étrange de la part d'Inès Chatin, s'ils se connaissent de longue date, de jeter le discrédit sur son père adoptif. Pour autant que je sache, Jean-François Le Maire et son épouse se sont magnifiquement occupés d'elle. Quant à mon père, il aimait les femmes, mais pas les petites filles. On est dans l'époque MeToo, c'est notre macartisme, dit-il. Après publication de notre enquête, Jean-Luc Imbert précise « Il va de soi que je ne puis qu'ajouter que si les faits rapportés sont des actes, je persiste à vouloir douter. J'en suis accablé, évidemment profondément désolé pour Inès, ne me doutant pas une seconde de l'éventualité que mon père, comme ceux que je connaissais parmi les personnes citées, puisse s'égarer dans de tels comportements aussi abjects qu'inadmissibles. » Enfin, les enfants de Jean-François Revel, Yves et Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, ainsi que Nicolas Revel, nous ont fait parvenir la déclaration suivante. Le récit d'Inès Chatin faisait état de la participation présumée de notre père Jean-François Revel à des actes d'agression sexuelle sur les mineurs, constitue pour nous un choc immense. Face à la gravité des accusations portées, nous souhaitons que la justice qui a été saisie puisse établir ce qui s'est réellement passé, quand bien même ces faits remonteraient à plus de 40 ans et impliqueraient de nombreuses personnes, pour beaucoup disparues. C'est l'attente de la victime qui a déposé plainte et dont nous ne doutons d'aucune manière de la sincérité et de la douleur. C'est ainsi notre attente, car ces accusations nous plongent dans une incrédulité d'autant plus profonde qu'elles concernent un homme, notre père, dont nous savons
Nous ne savons de sa personnalité comme de son comportement tout au long de sa vie se situe aux antipodes des actes monstrueux qui lui sont prêtés. Interrompre la reproduction. Le 14 décembre, l'audition de dépôt de plainte devant l'Office des mineurs fut un premier Everest pour Inès Chatin. Jusqu'au dernier moment, j'ai pensé ne pas y arriver, dit-elle. Puis j'ai vu les gardes qui surveillaient le bâtiment avec des pistolets mitrailleurs, et là je me suis dit c'est bon, je suis en sécurité et je peux enfin raconter tout ce qu'ils m'ont fait. Durant plus de 7 heures, elle pave son récit de détails précis qui ont retenu l'attention des policiers. À l'égard de ses agresseurs, Inès Chatin n'exprime aucun désir de vengeance. Elle sait le doute. De toute façon que Claude Imbert, Jean-François Revel et Gaston, morts il y a quelques années, se sont déjà échappés des griffes de la justice. Pour les vivants, elle dit « aller en prison n'aurait plus aucun sens. Je veux que la justice les confronte à la gravité de leurs actes. S'en prendre à des enfants est inqualifiable. » Surtout, elle souhaite agir pour interrompre la reproduction des comportements pédocriminels à l'intérieur des familles elles-mêmes, être un grain de sable, comme a pu l'être Camille Kouchner avec la famille Grandet. Ce livre, Autopsie de l'inceste commis sur son frère par son beau-père Olivier Duhamel, a bouleversé Inès Chatin et l'a convaincue de poursuivre sa quête. Parler, c'est vivre en paix. Aujourd'hui encore, elle affirme entendre des propos invoquant la permissivité des Grecs et des Romains dans les dîners de la haute société conservatrice. Peu ou prou, les mêmes que ceux réitérés par Jean-François Lemaire, parfaitement froid et lucide avec son ami Gabriel Matzneff lors de leurs entretiens enregistrés dans l'EHPAD en 2021. Il disait, j'ouvre les guillemets, si l'adolescent sait qu'il se soumet à des règles condamnées pour la société, mais qui apportent finalement une certaine jouissance, eh bien pourquoi pas. Vous pourrez retrouver cet article de Libération et d'Apart TV dans le lien qui est mis dans la description. L'article de Libération, il est très long. Je vais vous mettre la référence en dessous. La journaliste de Libération indique qu'il va avoir 8 articles. J'ai pris contact avec elle pour donner les informations que j'avais sur la secte de Marrakech, sur la secte de Rio de Janeiro et sur la secte de Seine-Saint-Denis, où trempent des agents de la DGSE, notamment Stéphane Clavel, agent de la DGSE au Brésil, et un certain nombre de personnes peu recommandables qui ont activé un véritable réseau pédocriminel à l'intérieur de la police et de la justice pour protéger le frère d'un des participants à ces soirées de partouze et d'atrocités contre les enfants parisiennes. Donc on est exactement dans le cœur du débat. Voilà à qui vous avez affaire de misérables hommes, tout juste capables de vivre d'arnaques financières et de l'argent de l'État et des autres, se donnant des grands titres ronflants de guides et d'éveilleurs et d'initiateurs qui sont en réalité de misérables pédophiles, de misérables individus, tout juste capables de se cacher derrière des façades et des titres ronflants et des cordons maçonniques pour cacher une seule chose, c'est qu'ils sont des détraqués sexuels. Ces détraqués sexuels sont les amis de Jordan Bardella, ces détraqués sexuels sont les amis de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen, et ils sont aussi les amis de François Mitterrand et d'un certain nombre de personnes qui sont toujours au Parti socialiste. Il serait grand temps que les Français arrêtent de voter, reconnaissent la souveraineté de Dieu, rétablissent la noblesse dans notre rôle traditionnel. On n'a jamais accepté ça du temps de l'Ancien Régime. On a eu un seul cas, le cas de Gilles de Rais, qui a donné d'ailleurs le roman Robert le Diable. Ça a ému toute la Normandie, puisque ce réseau pédocriminel s'était installé depuis la Normandie, pas très loin d'ailleurs du lieu de naissance d'une certaine personne. Voilà, il y a véritablement une filière pédophile. Cette filière pédophile, elle avait comme quartier général Paris et elle avait comme résidence secondaire Marrakech. Ça sera à vous de juger en fonction des décisions de justice, de savoir et de comprendre pourquoi j'ai été harcelé par la DGSE, pourquoi ils ont envoyé ces personnes-là à l'intérieur de mon éco-village pour tenter de me détruire et détruire ma famille et m'envoyer en prison pour me faire taire, que ce pays soit nettoyé de cette gangrène qui rend un culte à Lucifer. Bonne soirée.
chose que personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme. En feras-tu bon usage ?